Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre NEC Plus Ultra. Aujourd'hui, on va vous aider à vous évader en vous faisant zigzaguer entre paysages de rêve et découvertes scientifiques. Voici le sommaire. Dans une des plus belles régions du monde, le trophée du plus élégant des rallyes. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le cheveu décryptage. Être à la pointe en toute sobriété, ce couturier en a le secret. À Paris, une très jolie exposition joue la transversalité. Direction le sud avec en résumé le 21e rallye Maroc classique. Émotion garantie de Casablanca à Marrakech avec de très jolies automobiles. Cela fait 20 ans cette année que le rallye Maroc classique est inscrit dans l'imaginaire collectif des amateurs de voitures classiques et de collection. Chaque année, de nouveaux inscrits rejoignent ce club fermé des passionnés de rallye routier de prestige, conduits par le seul plaisir de piloter des mécaniques hors normes. À travers les paysages fabuleux du sud marocain, cette course mêle amateurs de compétition et gentleman drivers autour d'un rallye qui récompense la régularité. La particularité de cette discipline est de permettre la cohabitation entre ceux qui ont la compétition farouche et d'autres qui ne souhaitent que profiter de leur véhicule ancien ou de leur GT moderne. Convivialité, découverte, sport, ce sont les trois valeurs fondamentales de cette semaine durant lesquelles 75 équipages s'affrontent dans des épreuves accessibles à tous. C'est une course de régularité. Ce qui veut dire régularité, c'est-à-dire que il faut être régulier sur toute la journée avec des épreuves quotidiennes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps rouler vite ou pas vite. C'est un petit peu anachronique. Ou paradoxal, à moins que l'on considère le temps et la vitesse comme équivalents. Ce qui m'amuse, c'est surtout voir les gens qui prennent plaisir avec leurs belles autos qu'ils peuvent avoir entre de 1938 aux années 50. Et ça, je trouve assez fantastique que les possesseurs de ces belles voitures viennent prendre plaisir sur nos belles routes marocaines. Derrière des airs dilettantes se cache une technologie et une organisation implacables. C'est qu'on ne se lance pas comme ça dans une telle compétition. Cela demande de la réflexion et même parfois de l'invention. Puisqu'il est question de régularité, elle est enregistrée à l'aide d'un chronomètre que chacune des voitures porte sur son tableau de bord. Et même les débutants sont les bienvenus. Oui, première année, et je dirais même premier roulage avec l'Herbie Gordini. Ce Herbie Gordini, c'était mieux, bon, elle appartient à mes enfants. Je leur ai fait acheter ça il y a une dizaine d'années, et moi je roule très peu avec, même pratiquement pas du tout, quoi. Voilà. Donc découverte de l'R8 en même temps que la découverte du rallye. Bon anniversaire à la 8 Gordini qui fête ses 50 ans cette année. Certains font figure de bras cassés, mais comme l'on dit, les derniers seront les premiers. Il s'est pris au jeu le premier jour. Malheureusement, les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Bon, on a carrément, enfin, on est vraiment, on a bricolé avec, c'était de l'artisanat parce que l'appareil de navigation qu'on nous avait passé était en panne. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner convenablement. Donc, ça s'est fini avec un téléphone portable, une application, en essayant de trouver une solution viable, mais on essayait tous les jours un truc différent. On est monté un petit peu en vitesse moyenne et finalement on n'était pas trop mal le dernier jour. On a pris l'avant-dernier jour, on a ramassé, mais bon, on a pris plus de 300 points d'une journée, bien plus que les premiers ont eu en un rallye. Donc voilà, c'est bon. On apprenait tous les deux, on s'est marré, c'est l'essentiel. L'ambiance était au top et c'est l'essentiel. Ouais. Top départ pour 2100 km répartis en 7 étapes et des parcours de 300 km environ par jour. Fragilité des voitures oblige, la course se fait uniquement sur l'asphalte. Les moyennes proposées sont comprises entre 35 et 90 km/h selon le profil du tracé. Le vainqueur nous livre ses secrets, nous les avons recueillis pour ceux qui voudraient prendre la route l'année prochaine. Sur une longue distance, maintenir une cadence régulière, si on n'est pas hyper bien calibré, on perd des secondes et ça s'accumule au fur et à mesure des balises futures. Sous des airs de rendez-vous de dandy débonnaires, la compétition est bien réelle et les voitures sont préparées comme de fringants coursiers. D'amour et d'eau fraîche, la recette est universelle. Je suis totalement ravi de l'état d'esprit du rallye en fait, parce que j'ai vu cette année des choses que je n'avais pas vues forcément sur les autres années.
avec des copilotes qui échangent des informations importantes sur leur réglage. Et c'est vrai qu'on sent que pendant les épreuves de régularité, il y a une vraie compétition, mais après l'épreuve, c'est un vrai rallye de copains en fait, et de passionnés, et ça c'est chouette. La règle du jeu, c'est que les concurrents doivent tenir au dixième de seconde près une moyenne soit imposée par l'organisation, soit qu'ils auront eux-mêmes choisi. Toute différence, en plus ou en moins sur la moyenne, entraînera une pénalisation de 1 point par seconde. Les voitures classiques, ça tombe souvent en panne. Et nous, le challenge, c'est de les réparer et de pouvoir les ramener à bon port. Alors, on est une équipe de mécanos fantastiques qui répare les voitures aussi bien la journée que toute la nuit. C'est le sentiment unique de partager des moments et des panoramas d'exception qui rend les contacts entre participants si intenses pendant cette semaine passée ensemble. Et en marge de ce parcours sélectif et exigeant, la beauté des lieux, la diversité des paysages, l'accueil chaleureux de la population locale achèvent de planter la forte identité de ce rallye. Le meilleur moment, je crois que tous les jours ont été, que ça soit lors des bivouacs, le bivouac très sympathique, les décors, je crois qu'il y a tout était magique pendant une semaine pour moi. Marrakech, ultime étape de la course, voit un équipage marocain avec une Porsche 911 Targa de 1979 remporter le trophée. Qu'importe la vitesse du moment qu'il y a l'allure. C'était le clou de l'arrivée à Marrakech, c'est qu'on a voulu absolument faire cette arrivée sur ce circuit qui va être utilisé eh bien, dans à peine un mois où il y aura un champion du monde de boules TCC. Et donc c'était un petit clin d'œil pour donner un petit peu plus de piment aux compétiteurs. Et c'est toujours aux vainqueurs qu'appartient l'histoire. C'était vraiment une très belle édition. Et en plus, comme on la gagne, elle ne peut être que belle, je crois. Avis à tous ceux qui en ont sous le capot. Le sujet qui suit s'adresse à tous ceux et celles qui ont des problèmes de cheveux, chute, perte de tonicité ou alopécie traumatique. Une technique intéressante vient à leur secours, indolore et sans cicatrice, je le sais, le cobaye c'était moi. Une nouvelle tendance en marche, il fallait que Nec Plus Ultra fasse son enquête. PRP sont les initiales de plasma riche en plaquettes. Cette technique naturelle œuvre pour la repousse des cheveux en puisant dans la capacité de récupération et de renouvellement présente dans nos plaquettes. Plus la concentration plaquettaire est élevée, plus la cellule recevra l'information de se régénérer. Fini la chirurgie, ce n'est pas une tendance, c'est une révolution. PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes. Ce qui veut dire Ce qui veut dire en fait qu'on prend le sang pour concentrer ces plaquettes dans le plasma. Donc on obtient un liquide qui contient à peu près 3 à 5 fois plus de plaquettes que le sang. Dans les plaquettes, on a tous les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de croissance, qui permettent de cicatriser tous les tissus de l'organisme. Et l'histoire est cocasse. Les premiers qui ont utilisé les plaquettes ont été les vétérinaires pour traiter les chevaux de course. En fait, les chevaux de course, quand ils avaient des problèmes de tendineux, ils perdaient beaucoup d'argent. Et les vétérinaires se sont dit, on va essayer de les traiter avec ça. Et ça a donné des résultats fantastiques. Et des chevaux de course, on est passé aux dentistes qui ont refait de l'os, qui ont refait des choses avec les plaquettes. Et donc maintenant, on est passé au stade où on l'utilise au niveau cutané, et notamment dans les cheveux. Puisque ça stimule en fait tous les facteurs locaux du cuir chevelu, à savoir ça diminue la mort des cheveux, ça stimule la repousse des cheveux et ça stimule même les cellules souches qu'on a encore dans le cuir chevelu pour recréer de nouveaux cheveux. Stimuler, c'est quand même plus sympa qu'implanter. En cas de point, on va anesthésier, enfin du moins diminuer la sensibilité de toute la zone qui est devant les oreilles. Mais concrètement, quel est le processus ? La technique, elle est relativement simple, puisqu'il suffit de faire une prise de sang, de prendre la quantité de sang en général nécessaire, c'est-à-dire à peu près 20 cc, 25 cc de sang, qu'on centrifuge pour avoir ce plasma concentré avec des plaquettes, et on réinjecte immédiatement ce plasma dans le cuir chevelu. La partie jaune, c'est le plasma et les plaquettes. Oui. Donc il y a les plaquettes, mais il y a aussi le plasma. Et le plasma, c'est important aussi d'injecter, parce que dedans, il y a des oligo-éléments, il y a des vitamines, il y a du fer, il y a plein de choses qui sont aussi bonnes pour le traitement du cuir chevelu.
Et l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs technologies possibles, il y a plusieurs protocoles possibles. Le protocole que j'utilise et qui nous vient d'Allemagne, on n'utilise qu'une seule injection, enfin un seul traitement, et on est tranquille pour plusieurs années. Fini les traitements au long cours. Les premiers résultats sont quasiment constants sur l'arrêt de la chute au bout de 3 mois. C'est pratiquement toujours. Et après, au niveau des repousses, quand elles arrivent, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc il ne faut pas espérer, pour l'instant, retraiter des grandes calvities. C'est surtout fait pour les calvities débutantes, et surtout chez les femmes, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est surtout que ça arrête la chute. Et pour longtemps. Donc ça, c'est le premier principe qui est quand même fondamental. On stoppe ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire, donc la chute des cheveux. Sauvons nos cheveux d'une mort cellulaire injuste et disgracieuse. Ce qui est aussi aujourd'hui très intéressant dans la chute des cheveux et dans la repousse des cheveux, ce sont les LED, donc des lumières à haute énergie. Et donc pour les stimuler davantage et pour pouvoir les suivre, je leur fais une séance de LED par mois. Comme ça, on voit régulièrement les patients et je les contrôle donc à 6 mois, après 1 an après. Alors les LED sont des lumières, donc surtout dans le rouge, un petit peu dans le jaune, dans le bleu, qui stimulent les mitochondries des cellules quand où on illumine. Et les mitochondries produisent des cytochromes oxydases qui boostent la cellule, qui permettent des cicatrisations. Si tous ces mots savants peuvent faire pousser les cheveux, eh bien alors, ainsi soit-il. Sur cet article, on dit qu'on ne peut pas l'utiliser dans un but esthétique. Donc il est interdit de l'utiliser, pour quelle raison, dans les rides ou dans le décolleté. Mais c'est utilisé dans un but thérapeutique. D'où on a le droit d'utiliser ça dans les tendons, on a le droit d'utiliser ça dans les cheveux qui représentent un problème médical. Beaucoup de gens en France ont-ils bénéficié de ce système? J'ai soigné environ 120 personnes. Oui. Donc, et à 1 an, il y a 80% des patients qui sont satisfaits. Il faut croire que même pour les cheveux, c'est flatteur d'être sous les projecteurs. La mode, c'est Guillaume Henry, l'un de mes chouchous, qui s'y colle cette semaine. Et ça donne envie de changer de vestiaire illico au défilé.
Le point de départ de cette collection, c'était l'idée d'un vestiaire et d'une silhouette élégante et nonchalante à la manière de certains artistes qu'on a en tête. Sur le mood board dans le studio, on avait des images de Nicolas de Staël, de Giacometti. On s'est demandé ce qu'un Van Gogh pourrait porter en 2014, évidemment avec le twist Carven. J'aimais bien l'idée dans les volumes d'une sorte de nonchalance, et la nonchalance, c'est pas nécessairement que l'oversize, c'est peut-être aussi au contraire les triqués. J'aime bien jouer sur les deux extrêmes, mais essayer de trouver un équilibre. On n'envisage pas le vêtement comme seulement un produit, même si c'est avant tout un produit. C'est aussi un révélateur d'âme, un révélateur d'émotion, c'est aussi un révélateur de personnalité. Je préfère toujours quand un vêtement aide la personne à être soi-même que plutôt l'étendard d'une maison. Pour terminer cette émission, je vous propose de passer un très joli moment à la galerie Le Minotaure pour découvrir la dernière exposition de Benoît Sapiro, Confrontation. Alors, rencontre. L'exposition Confrontation est une proposition qui tente de confronter des œuvres provenant des origines de l'art moderne à nos jours. C'est une exposition qu'on a commencée avec Marie Scheck à Tel Aviv et qu'on a rapatriée ici. En tout cas, on en a rapatrié l'esprit. Et on est allé un peu plus loin ici, puisque là-bas, ça s'appelait Momentum, ici, ça s'appelle Confrontation. Et donc, on voit beaucoup de choses animées comme ça, beaucoup de mouvements. Mais en fait, quand on se penche, il y a une certaine noirceur dans les œuvres. Ce périple au cœur de la création moderne et contemporaine donne un autre regard sur l'histoire de l'art de l'aube du XXe siècle à nos jours. Il est né de la rencontre entre la galerie Le Minotaure, spécialisée dans les avant-gardes du XXe siècle, Alain Le Gaillard, galeriste et collectionneur passionné, et Marie Scheck, curatrice d'expositions d'art contemporain en Israël et à travers le monde. Confrontation entre périodes et générations, entre figuration et abstraction, entre féminin et masculin. J'ai voulu montrer surtout une confrontation inner du self. C'est-à-dire que quand on voit une paire de chaussures de sel, c'est se demander à quoi ça appartient, quel est le sens du sel, la terre sainte, toute son historique. C'est-à-dire que chaque œuvre ici a un double sens voulu et choisi. Et cette œuvre, à quoi correspond-elle? C'est la pulsion du temps. C'est une petite horloge de réveil qu'on achète à 1 €, j'imagine, avec une petite pile qui est censée durer 2 ans. Et ce drapeau qui se balade à droite et à gauche comme s'il ne trouvait pas de sa... Mais il se trouve toujours son endroit et les gens sont fascinés par cette simplicité. Pour moi, c'est les battements de cœur de l'exposition. C'est rien et en même temps, il y a tout l'univers dedans. Confrontation qui parfois se mue en résonance. Cette expo aussi, elle est un témoin du temps. Elle est un témoin de notre temps maintenant. On est là, on est présent, on est ému par des choses qu'on a connues dans les livres, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et on devient une tente pour tous les artistes. Anachronisme anarchique sans souci pédagogique.
comme on a fait des choix avec des choses des années 20, 30, des choses historiques et des choses contemporaines, et modernes des années 60 aussi, on a une variété assez large et on a une poupée par exemple, on dirait une sorcière comme ça abandonnée sur un bout de bois. Et c'est en fait la fille qui est réalisée pour Paul Klee au Bauhaus, les Puppentheater, les théâtres de poupées. Et c'est les poupées originales qu'elle avait réalisées pour Paul Klee. Elles sont toutes maintenant dans le musée Le Puppentheater à Munich, sauf celle-là qu'elle avait gardée elle-même dans sa collection, elle. Comment s'est fait le choix des artistes? Il n'y a que 10 artistes israéliens parmi 40 artistes. Et normalement, ça devrait être 50-50, mais c'est ridicule de faire des comptes. Parce que je suis à Paris, j'ai préféré prendre plus de pièces d'ici. Et d'Israël, j'ai choisi des œuvres qui avaient une histoire, une poésie, qui seraient communicantes avec les autres ici. Ici, on a 2 œuvres de Joseph Dadoun qui sont absolument magnifiques, une en noir, une en blanc. Là, on essaie de faire une vraie confrontation entre générations différentes d'artistes, entre art cinétique, art abstrait, art figuratif, entre des choses, entre de la photo, entre de la peinture, entre divers médiums, et en retirant le maximum de couleurs, justement pour estomper un peu les différences et pour un peu brouiller les pistes. Et pour que les gens... Il y a un petit peu de rouge, mais c'est vraiment pour que les gens aillent chercher au plus profond de l'œuvre, de simplifier au maximum la représentation. D'un siècle à l'autre, les œuvres s'amoncellent mais ne se rencontrent pas. Modernes et contemporains ne parlent pas la même langue et c'est très bien comme ça. Comme le chante Salif Keïta, c'est la différence qui est jolie. On retrouvera Benoît Sapiro à la prochaine Biennale des Antiquaires en septembre à Paris. Mais j'ai eu beau insister lourdement et sournoisement, il garde secret les merveilles qu'il découvrira pour cet événement. La définition du luxe aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur qui nous la donne. La définition du luxe, c'est d'apporter le service. Le luxe, c'est de donner l'impression d'être un roi. C'est ça le luxe, c'est de donner l'impression qu'on est quelque chose d'important, d'avoir l'impression d'avoir de l'attention. J'attends votre définition du luxe sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. Merci à l'hôtel Le Cap Edenrock d'Antibes de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, on découvre un nouveau code de l'art de vivre à la française. Au revoir. Il y a 1001 manières de mettre la table, mais il n'y a qu'une manière qui soit française. Nous voilà devant un couvert à la française. Tout d'abord, nous avons une petite assiette sur le côté gauche avec du pain, avec un petit couteau, bien évidemment. Le couteau ne sert pas à couper le pain, car on rompt le pain lorsqu'on est à table. Du côté droit, nous avons le rince-doigt, qui bien sûr n'est pas fait pour être bu. Ensuite, les verres. Généralement, il y en a 3. Le verre à eau, qui est rempli. Le verre de vin rouge et ensuite le verre de vin blanc, qui termine l'alignement.